Bien, en fait, Bien vivre la forêt, ça existe depuis plus de 11 ans. Là, je tiens à dire qu'il n'y a pas juste Formabois qui s'occupe de cette activité-là. On est, mon Dieu, 5 ou 6 organismes qui fait Bien vivre la forêt. Exactement. On les voit en arrière, nos partenaires ici pour Duchesnay. Mais je dois mentionner que c'est une activité qui se réalise un peu partout au Québec. Cette année, il y a 5 régions qu'on visite justement pour Bien vivre la forêt. Ça nous est déjà arrivé d'aller jusqu'à 8 régions aussi pour tenir cette activité-là. Parce que vous allez le voir dans les images, c'est beaucoup d'organisations pour une journée. Hein? Oui, oui, tout à fait. En fait, on commence au mois de février. On a notre première rencontre. C'est là où est-ce qu'on décide, quel atelier on veut sur place, tout dépendant des régions également. Les ateliers diffèrent. Et puis, justement, avec nos partenaires, là, chacun décide quel animateur qui va recruter pour animer l'atelier en tant que tel. On monte la description d'atelier. Et puis, c'est au mois de mars que là, vraiment, on va inviter les participants, donc les écoles. Je dirais même habituellement, le 15 avril, l'invitation aux écoles est envoyée. Puis, le recrutement se fait jusqu'au 30 mai. Il y a beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Ici, on est à peu près 400 personnes aujourd'hui. On a des éditions que c'est 350. Ça peut peut-être aller même jusqu'à 600. Ça dépend des années. Ça vient de partout dans la capitale nationale, même de l'extérieur? Oui, tout à fait. Capitale-Nationale. On a des gens de Portneuf, bien évidemment. On a des gens aussi de Chaudière-Appalaches. J'ai des gens aujourd'hui de Montmagny qui sont ici présentement. Alors, il y a même, c'est arrivé des années où est-ce qu'on avait des gens de Saint-Pamphile qui venaient sur place. C'est quoi le but de l'activité Viens vivre la forêt? Nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les jeunes secondaires. En fait, c'est les participants, c'est des jeunes secondaires 3, 4, 5. On veut les sensibiliser aux métiers forestiers. Alors, toute la filière, on parle vraiment en forêt jusqu'en usine aux produits finis. On veut que les jeunes puissent vivre les métiers. Alors, on les amène soit en forêt, faire de l'inventaire, ou, par exemple, ici, à la Siricole, on les amène pour un atelier d'affûtage. Ils vont vraiment se promener dans le local d'affûtage. Ils vont faire de la soudure sur les scies. Alors, ils vont vraiment vivre c'est quoi un métier forestier. On veut peut-être pas juste avoir des gens dans ce domaine-là, mais on veut aussi peut-être améliorer l'image. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Souvent, les gens croient qu'il y a de moins en moins de travailleurs dans le secteur, mais c'est pas vrai. Nous, on se fait appeler régulièrement justement parce qu'on manque de travailleurs. Ça nous prend des travailleurs spécialisés, des travailleurs qui sont formés. Alors, si on veut pouvoir combler ces postes-là, ça prend des gens sur nos bancs d'école.
Alors, c'est pour ça qu'on travaille justement à valoriser les 3 paliers d'enseignement, autant au niveau du DEP, le collégial et au niveau de l'ingénieur là, à l'Université Laval. J'imagine qu'en école urbaine, il doit pas avoir une grande connaissance de l'industrie de la forêt. Exactement. Donc aujourd'hui, on le sait, les gens sont en ville, ils sont loin du secteur forestier. Pour eux, c'est un secteur qui est méconnu et tout ça. Donc, un jeune qui n'entend pas parler de la foresterie est très peu probable qu'il finisse à travailler dans ce secteur-là. Donc, ça fait partie un peu du problème qu'on appelle le déficit nature. Hein? Les gens en ville sont loin de la nature. Pour eux, c'est pas nécessairement important et tout ça. Donc, on essaie justement de leur montrer l'importance du milieu naturel. Parce que, comme je disais tantôt, la foresterie, oui, il y a les couper les arbres, transformation du bois, mais aussi la chasse, la pêche, la villégiature. C'est un secteur qui est très important pour l'économie du Québec en général, mais très important pour la région ici de la capitale nationale également. J'ai le goût de dire que c'est quasiment plaisant pour les organisateurs, une journée comme ça. Ça vous permet de revoir les nouvelles façons de faire, puis de voir les enseignants, tout ça. Oui, tout à fait. Nous, c'est sûr que c'est plaisant. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Alors, c'est agréable d'être dehors, puis on fait le tour des ateliers. On en apprend aussi toutes les fois que je refais un atelier, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis nos animateurs sont excessivement passionnés. C'est des gens qui travaillent dans le secteur et ils veulent justement montrer les bons côtés parce qu'il y a énormément de bons côtés là, au secteur forestier. Fait que c'est passionnant. Puis on l'a découvert dans notre capsule de Format Bois, c'est que vous êtes l'organisme partout au Québec, dans le fond, donc vous allez faire les autres Viens vivre la forêt aussi. Là. Oui, Format Bois fait les autres Viens vivre la forêt aussi. Et il y a le comité sectoriel de main-d'œuvre en aménagement forestier qui est avec nous. C'est un projet qui est conjoint, les 2 comités sectoriels, parce qu'on est un comité sectoriel aussi, Format Bois. On travaille ensemble et on fait vraiment plusieurs régions, là, tout dépendant. On se divise un peu la tâche. Là. Il y a certaines régions où est-ce que c'est l'aménagement qui est présent, d'autres régions que c'est moi qui est présent. Est-ce qu'il y a un suivi par la suite de Viens vivre la forêt? Est-ce que justement, on va dans les classes, on va les revoir, voir comment ils ont aimé ça? En fait, on n'y va pas physiquement, mais on envoie des fiches d'évaluation justement pour pouvoir connaître un peu, bon, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins bien aimé. Le but étant toujours de rendre ça constructif, là, de faire en sorte de s'améliorer d'année en année, puis que ça soit c'est déjà plaisant, mais on veut que ça soit encore plus plaisant pour les générations qui vont suivre, qui vont vivre l'activité. J'imagine qu'il va en avoir une autre l'an prochain. On espère bien, oui, tout à fait. Oui, c'est notre but justement de continuer puis pouvoir faire en sorte que les jeunes connaissent le secteur, ce qui est souvent plus difficile ici au niveau de Capitale-Nationale. C'est un secteur qui est méconnu, alors on veut le faire connaître. Oui, puis j'entendais il y a quelques jours aussi, il y a même des jeunes qui ne sont jamais allés en forêt, hein? Oui, c'est ça. C'est malheureux de dire ça, mais en effet, c'est vrai. Alors, ils ne sont jamais allés en forêt, donc ils ne connaissent pas les métiers. Fait qu'ils vont vivre vraiment une expérience. Puis si on a le goût d'en savoir plus, à ce moment-là, bien, nos établissements d'enseignement qui offrent les programmes en foresterie offrent aussi des journées étudiants d'un jour ou des portes ouvertes. Alors, ces jeunes-là peuvent, dans un deuxième temps, visiter les écoles et pouvoir choisir le programme qu'ils veulent suivre. C'est une technique ou c'est vraiment 2 ans? C'est une technique. Alors, c'est 3 ans. C'est une technique deck-back. Alors, c'est 3 ans de collégial
Et suite à ce 3 ans de collégial-là, il y a une passerelle qui peut amener notre étudiant finissant, bien sûr, à aller compléter après 3 ans le cours pour devenir ingénieur à l'Université Laval. Alors, c'est un deck. C'est un deck combiné avec l'Université Laval, bien sûr. Alors ici, on est à l'activité Viens vivre la forêt. Qu'est-ce que vous faites essayer aux gens? Là, on voit qu'il y a comme du 3D. Là. Alors, ben, ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui un petit peu, c'est ce qui différencie peut-être le technologue d'aujourd'hui. Le technologue, c'est l'outil qui caractérise, si on veut, l'étudiant chez nous. C'est la photo-interprétation numérique, la cartographie forestière qui se fait maintenant avec des logiciels. Et cette cartographie-là, ben, elle se fait à l'écran et elle est 3D. Alors, c'est une particularité parce que le technologue forestier chez nous devient un peu l'expert de cette cartographie numérique-là. Voilà. Okay. Donc, j'imagine que c'est pas juste ça. Là. Vous faites tout le portrait complet de la forêt. C'est sûr que l'étudiant chez nous, c'est un professionnel de la forêt. Après ces 3 années, c'est un spécialiste. Il va travailler, bien sûr, main dans la main avec l'ingénieur à la planification, à l'organisation de cette gestion de la ressource forestière-là. Mais ses forces, ses principales forces, c'est sûr, et c'est tout ce qui a trait, ses particularités. C'est lui qui va faire le lien, bien sûr, entre la forêt et le bureau. Il travaille, comme je disais, avec l'ingénieur. Ses forces sont principalement dans les inventaires forestiers, dans la manipulation d'aller quantifier cette forêt-là, donc la manipulation des outils dendrométriques, les inventaires forestiers, les systèmes géographiques, ce qu'on va appeler le GIS. Les GPS, et en fin de compte, ben, c'est la connaissance globale. C'est un très grand généraliste qui a des connaissances dendrologiques, dendrométriques de cette forêt-là. On est loin du bûcheron, là. On est loin de la fraude karaté du bûcheron. On ne forme pas de bûcheron, là. Le technologue, ce n'est pas... Il y a, durant son séjour chez nous, une scie mécanique, peut-être une journée dans ses 3 ans de vie au collégial. Il va démystifier l'appareil, bien sûr, mais il n'aura pas à l'utiliser dans le cadre de ses fonctions, bien sûr. Est-ce que c'est un programme contingenté? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a plus de monde, moins de monde? Comment ça fonctionne? C'est vrai qu'on a vécu le creux. On a vécu le creux, cette crise parfaite-là qui nous a suivis des années 2000 à aujourd'hui. On est rendu aujourd'hui, on a une belle remontée, tranquillement pas vite. On commence toujours avec entre 60 et 80, peut-être première année. Pour diplômer entre 40 et 50 % de ceux qui rentrent. Et ça, c'est tout à fait normal comme statistique. Le marché du travail est incroyablement bon. Nos finissants se placent tous très facilement. La forêt, c'est pas beaucoup de forestiers pour cette ressource-là, pour cette demande-là dans l'année. Donc, le marché du travail est très intéressant pour eux autres. On a des étudiants qui vont choisir de retourner vers cette forêt privée-là parce qu'ils originent de cette forêt privée-là. Il y a des étudiants qui vont qui vont aller directement sur le marché du travail et d'autres qui vont bien sûr s'en aller vers l'université. C'est quand même, on parle de peut-être 20 % de nos étudiants qui veulent, bien sûr, poursuivre leurs études et utiliser la passerelle, le deck-back pour parfaire et devenir ingénieur 3 ans plus tard. J'ai le goût de vous demander, qu'est-ce que ça a de l'air? Est-ce que vous êtes théorique 50-50? Est-ce que vous avez beaucoup dans la forêt? Comment ça fonctionne? Si vous viendriez visiter nos bureaux, vous verriez que les laboratoires, ce sont des laboratoires informatiques, des salles de classe bien standards. On a des laboratoires, des vrais laboratoires avec les hottes, si vous voulez. Mais notre plus grand laboratoire demeurera la forêt. Et on a 50 % de nos laboratoires qui se font bien sûr en forêt. Je vous dirais que l'automne, les grosses sessions d'automne, que ce soit pour première, deuxième ou troisième année, on essaie les premières années de sortir minimum 2 jours par semaine complète sur le terrain pendant 15 semaines. Et on sort été comme hiver. Okay. Alors, c'est beaucoup de laboratoires en forêt. Et la particularité qu'on a au Cégep de Sainte-Foy, c'est que, bien sûr, on est chanceux, on est choyé, on est en dedans d'1 heure du Cégep, on est capable de visiter presque toute la serre physiographique, les forêts du Québec. On va passer de la toundra alpine dans les parcs des Grands Jardins à la forêt boréale dans le parc des Laurentides. On va utiliser, bien sûr, les belles forêts de Duchesnay ici, dans la station. Si on va sur la rive sud, on va tomber dans les érablières, si on veut, très riches. Et on a les différents modes de gestion. On a accès à la forêt privée comme on a accès à la forêt publique. Alors, les étudiants voient l'ensemble, bien sûr, de cette belle forêt québécoise-là. On l'a à moins d'1 heure de Québec. Alors, on en profite. C'est vraiment plaisant d'entendre ça, justement, parce que souvent, on voit l'école toujours en classe, mais là, c'est vraiment, vous autres, c'est vraiment moitié-moitié. C'est vraiment moitié-moitié. On irait faire un tour en ce moment au département, puis vous trouverez ça relativement fantôme, parce que la moitié de nos étudiants sont en ce moment sur le terrain.
Juste aujourd'hui, on avait 5 autobus qui quittaient le cégep pour la journée, donc 5 étudiants, puis c'est plus de 100 étudiants qui sont partis. Là, ils passent la journée puis ils reviennent à 5 heures. C'est toujours des laboratoires qui quittent vers les 8 heures pour revenir avant 16h, 16h30, ainsi de suite. Des laboratoires qui se font dans les régions qu'on vient de discuter. Puis là, ici, vous êtes à Viens-Vivre-la-Forêt. Est-ce que justement, vous commencez à éveiller la curiosité de certaines personnes à venir vous voir à la concentration? Oui, ben, je veux dire, on l'ouvre. Plusieurs joueurs sont ici. L'université est ici. On a Féric qui est ici. On a FP Innovation. On a nous qui sommes ici pour montrer les différents aspects que peut avoir l'emploi du forestier de demain. Donc, le forestier là, au sens très large. Mais effectivement, les jeunes qui arrivent du secondaire 3, 4, 5 qu'on rencontre aujourd'hui sont surpris. Ils découvrent les différentes facettes de cette foresterie-là qui est beaucoup plus évoluée que ce qu'ils connaissent, bien sûr. Là. On est rendu... Et c'est sûr que c'est difficile de plus en plus de les recruter, ces jeunes-là. Je trouve ça le fun de voir justement que vous avez une montée du nombre de jeunes. Mais est-ce que vous devez faire d'autres activités justement pour aller les chercher? On fait une bonne représentation, on essaie de faire connaître. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes qui vont les visiter, que ce soit du niveau primaire, secondaire, et ainsi de suite, pour jouer, leur faire connaître cette forêt-là. Mais nous, bon an, mal an, on a une recrudescence d'inscriptions. Et c'est toujours le même candidat qui vient nous voir. C'est toujours le candidat qui a eu un contact, qui a un contact, là je vous dirais qu'ils ont de côté familial une exploitation acéricole. Le grand-père a un lot boisé, donc il a été faire des tours, il a fait du 4 roues. C'est des amateurs de chasse, de pêche, ou simplement le dénominateur commun qui relie toutes nos premières années, c'est l'amour de la forêt. Il y a cet amour-là qu'ils ont de se retrouver dans ce milieu-là, dans cet environnement-là, et ils apprennent à découvrir. En tout cas, on a bien hâte d'aller vous voir. C'est très intéressant. On va aller faire un petit tour. Merci beaucoup et bonne chance pour la reste de la journée. Merci beaucoup. Très gentil à vous. L'usine de Donnacona a fait vivre des générations. A fait vivre une ville, a fait vivre des familles. Mon père travaillait là. J'ai travaillé là. Mon fils il était un stagiaire. Ça a fait vivre des familles, des grands-pères, tout ça a mis Donnacona au monde. Le projet est parti en septembre 2014. Là, j'ai eu une approche de M. Régent Langlois qui travaille au loisir ici à Donnacona. Il m'a parlé qu'il serait intéressé qu'on fasse un projet sur l'usine qui a fermé en 2008, un documentaire. Et puis, comme il savait que j'étais dans le cinéma, il m'a approché et m'a dit « J'aimerais ça que ce soit toi qui le fasses ». Fait que lui, il a été un peu l'entremetteur du début du projet. Puis après ça, je me suis embarqué là-dedans. J'ai demandé des fonds, j'ai fait des recherches en masse et puis... ça a été 2 ans de travail, là, 2 ans de travail à au moins 1 an de recherche, plusieurs mois à apprendre à comment faire un documentaire. C'était la première fois que j'en faisais un. J'avais eu des cours là-dessus, mais j'ai été chercher plus de renseignements sur comment être réalisateur de documentaire. Et après ça, j'ai été chercher les acteurs et puis j'ai été chercher des commanditaires, des subventions. Et puis tranquillement, pas vite, on a fait le tournage. 8 mois de montage et puis de la coloration. Puis après ça, on a fait de la première. Moi, personnellement, quand Yvon Papillon m'a contacté pour me parler d'un documentaire sur l'usine, j'ai trouvé ça emballant. Emballant parce que souvent des films sur ce qui s'est passé dans une ville, c'est très historique. On parle d'il y a 50 ans, on parle d'il y a 75 ans, mais là, on parlait des choses qui s'étaient passées il y a quelques années. Ce qu'on avait vécu, la façon dont les travailleurs avaient vécu ça. Et en plus, on a touché à l'historique de l'usine. Comment cette usine-là était née, le rêve de des personnes de produire des pâtes et papiers, ça l'a touché à la naissance de la ville de Donnacona. Fait que c'est toute cette partie-là du reportage qui m'intéressait parce que je pense qu'on a un devoir de souvenir. C'est des personnes avec qui j'ai toujours gardé des contacts, mais quand on parle de tout ça, c'est que moi, personnellement, j'ai pris ma retraite à la fermeture de l'usine, puis ça m'a permis de faire le deuil de l'usine. Ce que j'avais pas eu l'occasion, parce que quand on ferme une usine ou qu'on prend notre retraite, pas quand on la ferme, mais quand on prend notre retraite, on a toujours comme une fête, on se voit, on continue à vivre. Mais le lien était brisé, là. Il n'y a plus de connexion entre les générations, entre ceux qui ont travaillé. Avant, on était comme la continuité de ceux qui faisaient 20-25 ans qui avaient pris leur retraite.
On était comme le lien entre l'usine puis eux. On leur parlait de ce qui se passait encore à l'usine, de comment ça fonctionnait. Puis ça, ce lien-là, il a été brisé. Moi, ça m'a permis de faire le deuil de ma perte, pas ma perte d'emploi, parce qu'il y a des personnes qui ont souffert beaucoup plus que j'en ai souffert, parce que moi, j'ai pris ma retraite, mais le lien social que ça l'a fait. Ça, c'est important je pense qu'on y est touche, le lien social. Je fais le tour d'usine, puis ça n'a pas pris toute la journée, mettons, je marchais assez vite. Fait qu'à 10 heures, j'avais fini. J'ai dit, il est 10 heures. Je suis un retraité. Ben, aller rejoindre les retraités parce qu'il est 10 heures. À 10 heures, un retraité, ça va mal. La première fois que je les ai rencontrés, je leur ai dit, moi, dans le fond, je suis un peu vierge par rapport à tout ça. Je suis en train d'en apprendre. Et puis, je pense que je voulais porter un regard justement vierge. En regardant le documentaire, je voulais être dans la position de la personne qui connaissait pas ça du tout. Fait que c'était plus facile pour poser les questions un peu plus... je veux dire que je pense que le public normal ou le public qui est un petit peu familier le sait pas. Là, des questions sur des choses que le monde ne savent pas. Et puis des questions sur des choses que le monde savent, mais qui ont envie de se remémorer aussi en même temps. Là. Fait que c'est sûr, j'ai lu la base de l'historique de 1912 jusqu'à 2008, mais il y a quand même des limites à savoir l'historique de l'usine. Il n'y avait pas tant de livres que ça là-dessus. Il a fallu que je demande à des travailleurs comme Paul Julien de me donner des livres qui a été écrit dans l'usine, des livres de fiction, mais qui parlaient du travailleur. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires à l'usine. J'ai vécu des choses moins drôles quand on a eu les grèves. Mais de faire le documentaire, ça te force à te souvenir, à te remémorer des choses qui se sont produites, des personnes avec qui tu as parlé. Puis ça, c'était là comme, à un moment donné, tu dis, ah, je me rappelle encore de ça. Je me rappelle de cet événement-là. Je me rappelle de ces personnes-là. Je me rappelle de cette histoire-là, de ce vécu-là. Puis quand tu mets tout ça bout à bout, puis quand on a fait beaucoup de choses, mais quand je me suis assis dans la salle puis que j'ai vu le documentaire pour la première fois, c'était émouvant. Parce que ça te touche, t'as donné ce que tu avais à donner, mais tu n'as pas l'impression que c'est ça qui va sortir. Mais là, ça l'a sorti. Comme c'est quoi l'usine, c'est quoi des personnes qui ont travaillé dans une usine. Moi, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est une usine qui avait un avenir. Puis que, en tout cas, c'est une game politique qui a fait là, que cette usine-là a fermé. Puis ça, il n'y a pas personne qui peut dire le contraire de ça. Là. Je pense que quand on gratte un peu, on gratte la gale un peu, puis on voit ce qui se passe en dessous, là, c'était une décision politique. Puis ça fait mal. Ça fait mal dans le sens que moi, mon père a travaillé là, mes frères ont travaillé là, mon garçon a travaillé là. Mais... Fait que tu sais, tu te dis, c'est une société qui était là. Tu te promènes sur le terrain, il est vacant. Puis quand tu penses, tu dis, ici, il y avait ça. Je me rappelle de... Moi, ici, quand je parle que j'ai été avec ma mère sur le bord de la rivière, mon père il travaillait à l'usine de filtration des eaux parce que l'usine était... La ville était fournie en eau potable par l'usine. Mon père travaillait là, puis le dimanche, on allait, avec ma mère, on allait pique-niquer sur le bord de la rivière avec mon père parce que lui, il travaillait. Puis c'est toutes des choses qui te reviennent. Puis ça, là, quand tu vois là, que c'est vide, il n'y a plus rien, c'est fini, là. C'est triste, puis, mais je ne veux pas là non plus m'apitoyer sur mon sort. Il y a des personnes qui ont perdu leur job, leur gagne-pain. Puis ça, quand tu penses à ton malheur, tu te dis, ouais, il y en a d'autres qui ont un plus grand malheur. Puis c'est tout ça, là, tu sais, L'équipe de 4 à minuit a appris, vers 5 heures le soir, que le Donnacona fermait indéfiniment. Le petit peuple, à un moment donné, c'est lui qui a souffert de cette fermeture-là. On a fini à 225 personnes. Comme je le dis, du monde, il y en a passé, puis des familles, il y en a passé. Le travail, quand ça a commencé, quand j'ai fini le tournage avec eux, ça a fait... J'ai vraiment pas envie de commencer ce montage-là parce qu'il va y avoir vraiment du travail. J'avais hâte qu'il finisse parce que j'avais hâte de le montrer. Je savais qu'il y avait un potentiel, mais je savais qu'il y avait énormément de travail encore à faire. Le tournage, c'est le plus facile quasiment. C'est vraiment le montage. Ça a été 8 mois comme un ermite chez nous à travailler là-dessus.
Et puis, pour ce qui est de l'expérience de présenter le film ici à la Maison de la Culture, avec toute la gang en avant-première qui ont participé au film, devant la caméra puis derrière la caméra, ça a vraiment été ma meilleure expérience à vie côté cinématographique parce que j'ai vu vraiment leur réaction. Ils m'ont applaudi, ils étaient émus. Ça a été vraiment incroyable comme expérience. Parce que c'est des deuils, c'est des familles, c'est du déracinement, ça change toute une ville, ça change toute une dynamique. Les amis que j'avais à l'usine qui n'ont pas eu la chance de prendre leur retraite, tu te sens un peu comme mal à l'aise de leur demander comment ça va. Parce que certains se sont trouvés des bons emplois, d'autres moins. D'autres ont plus eu de misère, d'autres ça a occasionné des séparations. Tu sais, c'est très, très, très difficile quand tu regardes socialement ce que ça implique. Si tu fais juste regarder toi-même et dire, bon, regarde, moi j'ai perdu ma job, moi je suis à ma retraite, ça va bien. Mais socialement, si tu grattes un petit peu, tu vois que c'est pénible pour beaucoup de personnes. De faire un reportage comme ça, puis de pouvoir t'exprimer sur ce que tu es, ce que tu as vécu, de partager avec des compagnons de travail des choses que jamais on avait partagées, parce que c'est pas des choses qu'on se parle, mais là, on se parlait de ce qui s'est passé à l'usine. C'était extraordinaire. Là. Je voulais que ça soit une conversation entre boys, que ça soit pas trop lourd non plus, juste on ressasse le passé, puis tout est négatif, puis on en veut à tout le monde. Je voulais aussi qu'ils se rappellent des bons souvenirs entre eux autres, puis en même temps, de se revoir comme ça. T'sais, on voyait une amitié qui était encore présente, là, que c'était plus facile que ça soit naturel de leur part. Je pense que ça a bien été. C'était naturel pour eux autres d'être devant la caméra aussi, surtout Camille. C'est lui qui avait le plus de jasette. Là. Mais non, vraiment, c'était naturel pour tout le monde. Moi, j'ai toujours senti que c'était une conversation entre eux autres et non entre eux autres et moi. Fait que, puis c'est ça que je leur ai demandé.